Très chers amis, bienvenue à ce programme géopolitique mondial, ce pléonasme que je me permets. Depuis qu'on s'est vu, Ray Segal, ce juif américain, israélo-américain, professeur de droit, de génocide, de tout ce qui est le droit international, humanitaire et international, s'est vu retirer son autorisation de diriger le département sur, je crois, le génocide et trucs au niveau de l'université de Minnesota aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'outrecuidance dans une interview de dire que ce qui se passe à Gaza is a textbook case of genocide. Traduit, ce qui se passe à Gaza est un cas pratique de génocide. Ce qui a fait que les lobbies juifs et autres sont mobilisés au niveau des États-Unis pour lui refuser la direction de ce département que proposait l'université de Minnesota, alors que c'est des intellectuels qui avaient procédé à la sélection des dossiers, etc. Bon, il a été victime de sa franchise intellectuelle, comme beaucoup de juifs à travers le monde qui sont en train de se mobiliser contre les États-Unis. Mais bref, cela nous permet de dire aussi, d'enchaîner sur ce qui est sur le droit international, sur la Cour pénale internationale, qui n'est qu'une duperie parmi beaucoup d'autres institutions, parmi beaucoup d'autres institutions, la fenêtre, parmi beaucoup d'autres institutions comme le FMI, comme la Banque mondiale, comme les Nations unies, que les Occidentaux ont imposé au pays après la fin, ont imposé aux pays colonisés après la Deuxième Guerre mondiale. Cette Cour pénale internationale aussi, même si elle est récente, relativement récente vis-à-vis de ces institutions-là, c'est une duperie de la part de l'Occident. Parce que cette Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'impasse sur des cas extrêmement graves de violation des droits humains, de violation de propriété. Elle fait l'impasse sur le fait que des Indiens, les indigènes américains vivent dans des réserves aux États-Unis. Après avoir été victimes de massacres à n'en pas finir de la part des colons, ces colons ont, le petit reste d'entre eux ont été parqués dans des indigènes, dans des réserves. Et cette injustice est toujours vécue par ces indigènes au niveau des États-Unis. Et la Cour pénale internationale en fait impasse. La Cour pénale internationale aussi fait impasse du fait qu'il y a eu une traite négrière qui a conduit à la pauvreté de l'Afrique et qu'il y a eu la balkanisation de l'Afrique du fait du partage de Berlin, qui est à l'origine de l'instabilité dont souffre toujours le continent africain. La Cour pénale internationale veut faire impasse de tous ces crimes qu'ont commis les Occidentaux pour nous parler de dorénavant. Il n'y a pas de dorénavant, il n'y a pas de statut de Rome. Ce statut de Rome ne vaut pas le papier sur lequel il a été écrit. Ceux qui ont voulu ratifier le statut de Rome, les statuts de Rome, c'est des dupes, ils ont fait preuve c'est des dupes, ils ont fait preuve, c'est pas de naïveté seulement, c'est pas de soumission vis-à-vis de ces Occidentaux qui n'ont jamais servi le droit, qui ont colonisé l'Afrique, qui ont colonisé les pays du Sud, qui ont pillé les ressources des pays du Sud, qui ont balkanisé ces pays du Sud, qui ont pillé toutes ces non-ressources et qui viennent nous parler maintenant de droit. Dire que oui, c'est eux les détenteurs, c'est eux les pays qu'on a cités en exemple comme défenseurs du droit international, le droit humanitaire. Qu'ils aillent au diable, ces peuples, ces pays occidentaux. Cette Cour pénale internationale a fait l'impasse sur la Nakba, a fait l'impasse sur tous les massacres que faisait Israël jusqu'à récemment. Très récemment, un journaliste américain d'origine palestinienne s'est fait tuer. L'Europe n'a rien dit. L'Europe, tout en entraînant ses peuples du Sud dans la signature du statut de Rome, l'Europe a continué à financer Israël et à entretenir une coopération exemplaire avec Israël. Elle n'a jamais cherché à critiquer Israël qui se livrait à des massacres.
Et cette Europe veut nous imposer ce statut de Rome, cette Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale, elle n'est là que pour défendre les intérêts, encore une fois, occidentaux. Elle ne nous intéresse pas. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous libérer. Ces colons-là, ce n'est pas eux qui vont nous libérer. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. C'est nous-mêmes qui devons faire comme pour ce qui est de Hamas, pour ce qui est des résistants en Palestine ou dans le Moyen-Orient, ce qu'ils sont en train de faire contre les Israéliens. Les Israéliens maintenant l'ont compris à leur dépens. Leur porte-parole militaire a dit que Hamas, la résistance ne peut pas être vaincue parce que c'est une idée. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que c'est une idée. Après avoir passé des décennies à violer, à torturer, à massacrer des Palestiniens, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que oui, ils ont créé une résistance, qu'ils ont inculqué, insufflé une idée de résistance à ces peuples qui sont torturés, massacrés tout le temps. Là, c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte, les Palestiniens et les Israéliens, que c'est une idée, que donc on ne peut pas venir à bout d'une idée. Mais tant qu'on se comportera ainsi contre des peuples, on continuera à les réprimer, à les massacrer. Une fois que ces peuples résisteront, toute armée du monde, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa notoriété, deviendra frêle, comme le disait Hassan Nasrallah il y a quelques mois, que l'armée israélienne s'est devenue une frêle toile d'araignée. Frêle spiderweb. Mais les Palestiniens, ce qu'ils peuvent faire, ce n'est pas espérer des trucs sur de la Cour pénale internationale. Non, du tout. Il ne faut pas qu'ils se bercent d'illusions. La Cour pénale internationale ne fera rien. D'ailleurs, la Cour pénale internationale, elle a dit même que le Hamas est beaucoup plus criminel que les Israéliens parce que ils ont soumis une demande de mandat d'arrêt pour 3 leaders de Hamas contre 2 Israéliens. Donc, ils condamnent même plus le Hamas que les Israéliens qui sont responsables de toute l'oppression qu'il y a lieu depuis des décennies au niveau des territoires occupés. Et ils condamnent beaucoup plus Hamas que l'Israël qui a violé une résolution des Nations Unies, dont les textes disent que toute résolution des Nations Unies, c'est une loi à laquelle tout le monde doit se soumettre. Israël viole cette résolution depuis 1967, depuis donc 57 ans. Depuis 57 ans. Et la Cour pénale internationale n'a jamais songé à demander l'autorisation de mandat d'arrêt pour des Israéliens. Non. Parce que pourquoi? C'est les alliés des États-Unis. Les Israéliens, c'est les alliés des États-Unis, donc ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent faire. La Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, comme ils disent. La Cour internationale de justice, leur ex-présidente là, américaine, je ne sais plus comment, Donnewood, lors d'une interview, a dit que oui, bon, ils n'ont pas totalement dit que c'est un cas plausible de génocide. Alors que ce qu'elle a dit, c'est là dans les cassettes, dans les bandes et tout là, tout le monde a... Mais vous vous rendez compte? Ces institutions-là, c'est de la farce. Pour nous maintenir dans la subjugation. Si on veut se libérer, il ne faut pas qu'on croie à ces cours. La CPI encore moins. Cela dit, nous encourageons davantage les résistants à continuer leur résistance. Parce que si Israël va jusqu'à constater que maintenant il ne peut plus vaincre la Hamas, parce qu'ils ont été victimes, ils ont vu qu'il y a eu 70 000, d'après des sources, d'après Scott Ritter, un marine américain qui a dit que, un ex-marine américain, il a pris sa retraite, il a dit qu'il y a eu 70 000, d'après ces sources, il y a eu 70 000 soldats israéliens qui sont blessés gravement, des blessures qu'on pourrait qualifier de dommageantes pour de bon, c'est-à-dire des blessures desquelles les victimes, une fois qu'elles auront été traitées, ne pourraient pas retrouver, je ne parle pas de la guerre, ne pourraient pas retrouver des activités quotidiennes normales. Ça, c'est Scott Ritter qui l'a dit. Et il y a eu beaucoup de soldats israéliens, Israël qui disaient que oui, le nord de la Gaza City, non, c'était expurgé de la résistance. Israël a été obligé de retourner au niveau de Gaza City, de Dar el-Bala. Ils ont été obligés de retourner à Khan Younis. À Rafah, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais c'est des criminels qui continuent à faire les crimes qu'ils sont en train de commettre. On dirait que ces Européens-là,
qui sont solidaires d'Israël jusqu'à présent. Mais ils n'ont qu'à suivre le documentaire d'Al Jazeera, The Night Won't End. La nuit ne finira jamais. Les Palestiniens qui montrent combien ils ont peur de la nuit. Et qu'à chaque fois, même s'ils n'ont pas, ils sont privés de sommeil pendant des mois et des mois, mais malgré tout, ils ne veulent pas de la nuit. La nuit leur rend peur. La nuit plutôt leur fait peur. Ils n'ont qu'à suivre ce documentaire sur Al Jazeera, The Night Won't End. Cette Cour pénale internationale a énormément d'éléments depuis longtemps pour saisir, pour condamner les Israéliens, mais elle ne le fera pas. Cette Cour pénale internationale qui avait arrêté Gbagbo, sur la base d'aucune preuve, l'a arrêté pendant presque 2 ans. Il n'y avait aucune preuve, on l'a relâché. C'est ça une Cour pénale internationale. Alors que les Ouattara qui commettent les crimes là sont là. Bon, bref. Pour ce qui est des Israéliens, ils n'ont qu'à attaquer Hezbollah s'ils veulent. Mais s'ils attaquent Hezbollah, ce sera la fin de je dis même pas ce sera la fin de l'État israélien. Ce sera la fin rapide de l'État d'Israël. Parce qu'ils le savent que Hezbollah de 2024 n'a rien à voir avec le Hezbollah de 2006 qui les avait renvoyés du Liban, chassés du Liban. Le Hezbollah actuellement est beaucoup mieux armé que le Hezbollah de 2006. C'est même pas comparable. Ils ont beaucoup plus de militaires. Même pas comparable. Ils ont eu ensuite acquis une expérience inouïe avec la guerre syrienne. Lorsqu'ils sont partis prêter main forte au régime syrien qui combattait tous ces gens qui ont été manipulés par les Occidentaux là pour tenter d'abattre ces faux printemps, ces printemps qui n'ont rien de printemps, les Arabes. Cela dit, je ne pourrais pas continuer sans faire une allusion aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, s'ils ont de l'argent à dépenser et des résistants à encourager, ils n'ont qu'à encourager des résistants qui sont dans le Moyen-Orient, qui sont à Gaza et autres. Et on sait très bien qu'ils ne le font pas. On sait très bien qu'ils faisaient partie des pays qui avaient attaqué le Yémen, soi-disant pour défendre le régime, etc. là-bas. Et actuellement, les Émirats Arabes Unis sont en train de soutenir le Rapid Support Force. Rapid Support Force est dirigé par un raciste. Ces gens-là même qui ont été responsables de tous les crimes raciaux qu'il y avait eu vers les années 2005, 2006, 2004, 2005, 2006 au Soudan, à l'ouest du Soudan. Lorsqu'il y avait ces Janjaouides qui commettaient n'importe quel crime. Les Émirats Arabes Unis sont en train de recruter des gens pour ces Rapid Support Force qui sont en train de commettre des crimes. Et même beaucoup d'ONG internationales, beaucoup d'ONG ont dénoncé commencent à dénoncer les crimes qui se commettent, même le secrétaire. Je ne suis plus le président de la Commission africaine, commence à dénoncer un génocide au Soudan. Mais les Émirats Arabes Unis sont en train de supporter des génocidaires en Afrique. Et c'est la énième fois qu'ils entrent en Afrique. Ils étaient aussi en Libye en train de soutenir le général Haftar, qui a monté une pseudo-rébellion pour combattre Kadhafi, qui a permis aux Occidentaux d'entrer ici et de se débarrasser de Kadhafi. Ce qui est à l'origine de l'instabilité qu'il y a en Afrique, au Sahel depuis lors. Ces Émiratis, ils ont bien des gens à soutenir, mais ils ne les soutiennent pas. Ils sont en train de recruter, de soutenir des racistes, des gens racistes. Alors qu'ils n'ont jamais soutenu les résistants qui sont en Palestine. Ils ont énormément de sous, mais leurs sous, c'est pour les Occidentaux. Ils achètent avec des clubs de football peut-être, comme les Saoudiens, les Qataris là. Ils n'ont jamais aidé. Ils n'ont jamais aidé les résistants. La véritable résistance. Ils sont en train d'ici de venir en Afrique pour aider des génocidaires et des gens racistes. Il faut que les Africains se mobilisent contre cela et commencent à dénoncer ces Émiratis, les dénoncer pour ce qu'ils sont. Eux-mêmes qui ont été mêlés au trafic d'or au Niger. Il y a un avion même qui a été arrêté en Éthiopie, il y a de cela 2 mois je crois, qui transportait de l'or qui a été volé du Niger. Vous vous rendez compte? C'est ça les Émirats Arabes Unis. Les peuples aussi voués aux intérêts des Occidentaux et qui sont contre leurs frères. Leur frère c'est Judas. Maintenant pour passer à l'autre dimension internationale, Vladimir Poutine a fait des adresses à n'en pas finir lors de sa rencontre avec le ministre, au niveau du ministère des Affaires étrangères
russe, il avait dit aux Occidentaux de faire attention, parce que lui aussi il pouvait répondre de façon symétrique à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les Occidentaux donnent des armes aux Ukrainiens en leur disant maintenant vous pouvez même tirer à l'intérieur du territoire russe. Ce qui est un précédent dangereux depuis que les traités, les relations ont là depuis l'Union soviétique et les États-Unis. Là, il leur avait dit qu'il pourrait répondre de façon symétrique. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti en Corée du Nord. La Corée du Nord qui a été victime de sanctions des Nations Unies, Poutine est parti, a rendu visite aux dirigeants nord-coréens. Ils ont signé une alliance. Il va faire accéder à la Corée du Nord à certaines technologies, surtout concernant les missiles, etc. Et que maintenant, tout le monde sait, même les États-Unis savent qu'ils ne sont plus en sécurité. La Corée du Nord va disposer de moyens supplémentaires pour la balistique, pour ce qui est de la balistique des missiles. Et que donc les États-Unis ne sont plus en sécurité, et donc ils ne vont plus attaquer la Corée du Nord. Alors qu'avant, ils se permettaient de faire des manœuvres tout souvent régulières là, avec les Japonais et les Sud-Coréens pour tenter d'intimider les Nord-Coréens. Même la Corée du Sud a réagi parce qu'elle a paniqué. La Corée du Sud, comme le Japon, a paniqué. La Corée du Sud a convoqué l'ambassadeur de la Russie en Corée du Sud pour dire que oui, ils peuvent envoyer des armes en Ukraine. Si c'est cela, ils n'ont qu'à envoyer des armes à l'Ukraine. De toute façon, ils en avaient envoyé 500 000 obus de 150 mm aux Ukrainiens. Ils l'avaient fait. En remettant aux Américains qui ont remis ça aux Ukrainiens. Il y a eu un chamboulement extraordinaire des cartes au niveau maintenant de la planète. Et même la Chine s'est rendue en Australie l'autre jour, l'Australie qui faisait jouer au dur là, pour s'aligner systématiquement du côté américain, en signant même le traité AUKUS, Australia, je crois que c'est Australia, United Kingdom, United States, je ne sais plus, AUKUS. Mais ces Australiens se sont rendus compte que leurs intérêts économiques sont pris en compte par leur relation avec la Chine, pas par leur adversité avec la Chine. Et donc les États-Unis sont en train même de perdre leurs alliés du Pacifique, de l'océan Pacifique. Ce qui s'est passé en Russie, c'est que lorsque les Russes ont dit que non, l'OTAN ne peut pas, l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN parce que sinon il y aurait des missiles américains, nucléaires américains qui seraient à 3 km de Moscou. Les États-Unis ont dit niet, cela ne dépend. Les États-Unis comme les Anglais ont dit niet, cela ne dépend. C'est de la souveraineté de l'Ukraine, donc ça, c'est pas à la Russie d'en décider. Les Russes ont attaqué pour protéger le truc. Quand les Russes ont attaqué avec 140 000 hommes, ça même c'est un nombre ridicule pour attaquer toute l'Ukraine. Mais ils avaient presque parvenu à faire signer, il ne restait que la ratification de l'accord. Les Américains ont envoyé les Britanniques, Boris Johnson, pour demander à Vladimir Zelensky de ne pas signer, qu'il lui donnerait autant d'armes, qu'ils vont gagner la guerre parce que ces Russes-là sont déjà défaits. On sait ce qui s'est passé depuis lors. Les Russes sont passés à une seconde phase, qu'ils ont appelée meat grinder, autrement dit hachoir de viande. Que ce qui les intéresse, ce n'est pas de conquérir des territoires, dans un premier temps. Ce qui les intéressait, c'est de détruire l'armée ukrainienne. Et comment détruire l'armée ukrainienne? C'est de ne pas se précipiter, de laisser les Ukrainiens venir et de leur faire subir une puissance de feu extraordinaire. Ce qui s'est passé depuis fin 2022 et 2023, les Ukrainiens ont eu la stupidité, avec le conseil des états-majors, du chef d'état-major de l'armée américaine, je ne sais plus comment il s'appelle, et du britannique là, et de l'amiral britannique, ils sont passés à l'offensive. Après avoir perdu Bakhmout, où il y avait le général Syrski, qui est l'actuel chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Alexandre Syrski. Au lieu de se retirer de Bakhmout, ils ont dit non, qu'ils vont lutter, il ne faut pas laisser Bakhmout tomber entre les mains des Russes. Ils ont perdu Bakhmout et ils ont perdu beaucoup d'hommes avec. C'était le début de l'opération Meat Grinder, hachoir à viande. Ça, Jacques Beau en a parlé longuement dans son livre, dans ses différents livres qu'il a publiés sur Opération Z et autres là. Jacques Beau, qui est un officier du renseignement suisse et qui a eu à travailler pour l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Organization for Security and Cooperation in Europe. Bon. Il a écrit beaucoup de livres sur la guerre ukrainienne. Donc les Russes
ont pratiqué leur truc. Meat grinder, c'est jusqu'à présent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas le fait de prendre le territoire. Donc maintenant, les Ukrainiens sont partis à l'offensive avec le conseil des Américains et des Britanniques. Ils ont attaqué la zone de Rabotino. Je vous ai dit l'autre fois dans ma dernière vidéo, c'est que du sud au nord, la guerre se déroule actuellement dans l'est de l'Ukraine. Mais du sud de l'est de l'Ukraine, sud-est de l'Ukraine, il y a Zaporizhia, il y a Kherson, l'état de Kherson. Puis vous remontez, vous allez dans la Donbass qui est constitué de deux états que sont la République populaire de Donetsk, RPD, et la République populaire de Lugansk, qui est au plus au nord. Et ensuite, c'est Kupiansk qui se trouve au nord de cette République populaire de Lugansk. Ensuite, il y a Kharkov, qui est à l'est de l'Ukraine, mais au nord-est de l'Ukraine. Bien. Donc, ils ont mené leur attaque, eux, c'était entre juin et août l'année dernière, les Ukrainiens. Ils ont perdu énormément d'hommes dans l'attaque de Rabotino et dans le saillant de Vernevska, qui se trouve aussi pas très loin de Rabotino. Donc au sud de la zone où se trouvent les combats. Ils ont perdu énormément d'hommes là-bas. Ils ont perdu énormément de matériel. Tous les Léopards, les Bradley, c'est des blindés, voitures blindées que leur avaient envoyé des Américains. Ils les ont perdus là-bas. Plusieurs chars de combat Léopard dont les gens avaient vanté, la presse américaine avait vanté les qualités des challengers. Ils ont perdu un challenger qui s'est noyé là-bas. Même les Césars des Français là, et autres plutôt les Charles Leclerc, tout s'est volatilisé. Ils ont perdu énormément d'hommes. Donc ils n'avaient ce qu'ils appellent manpower, l'homme qui manipulent les armes, ils n'en ont presque plus. Ils n'en ont pas, je ne dis pas ils n'en ont presque plus, mais ils n'en ont plus autant qu'ils en avaient avant. Et depuis lors maintenant, les Russes ont continué toujours cette stratégie de meat grinder. Ils ont attaqué Avdiivka. Avdiivka, c'était une énorme fortification. Les Ukrainiens avaient cru que c'était inexpugnable. Avdiivka, les Russes ont conquis Avdiivka. Les Ukrainiens sont restés là-bas, des FAP. 250, 500 kg et 1000 kg là, ont été envoyés. Les Ukrainiens ont fui. Les soldats ukrainiens ont fui comme des lapins devant ces FAP là parce que c'est horrible. La guerre c'est horrible, c'est pas quelque chose, c'est pas amusant, c'est horrible. Ils ont perdu énormément d'hommes dans la zone d'Avdiivka. Ils sont en train toujours de mener des combats à Karnovskorovska. Ils vont bientôt perdre Ugledar. Konstantinovka, qui est un village qui n'a rien à voir avec la ville de Konstantinovka, qui est vers le nord, nord plutôt, de la région de Donetsk. Ils sont en train de tout perdre. Et de perdre avec beaucoup d'hommes. Même des généraux ukrainiens ont dit à Reuters, qui est l'agence de presse britannique là, ils ont avoué que pour gagner là, pour qu'ils puissent gagner la guerre. Actuellement, ils ont dit que peut-être que ce que les Américains leur ont envoyé, l'Occident leur a envoyé actuellement, ça fait que l'écart là qui était de 7 à 1 au niveau de l'artillerie pour les Russes, maintenant est passé de 5 à 1. Vous vous rendez compte? Quand l'écart est de 7 à 1 ou de 5 à 1, ça veut dire que vous ne pouvez pas combattre. C'est de la folie que de continuer à combattre et que de continuer à sacrifier des vies humaines inutilement alors qu'il est facile de signer un accord pour dire qu'on ne fera pas partie de l'OTAN. Point barre. Ils refusent de signer cet accord, ils lancent encore des trucs de mobilisation pour mobiliser des jeunes qui ne veulent pas de la guerre. Beaucoup de jeunes même sont en train de s'enfuir en rentrant dans des camions pour transporter du poisson, du n'importe quoi, d'Ukraine, pour aller en Moldavie ou en Roumanie. Mais les Ukrainiens n'ont qu'à arrêter cette guerre. Ils sont en train de vider leur population, leur pays est en train de se vider. Mais ça n'intéresse pas les gars de Zelensky qui sont intéressés que par l'argent. Et les Russes sont en train de leur tendre actuellement un nouveau piège. Parce que les Russes ont attaqué à Kharkov qui se trouve au nord de cette zone est. Il n'y avait pas de guerre avant à Kharkov. Depuis la première offensive de 2022, il n'y en avait plus. Les Russes s'étaient retirés complètement de Kharkov. Maintenant, ils ont attaqué une partie de Kharkov à Lipsk et dans la zone de Volchansk. Volchansk qui est une ville ukrainienne qui se trouve vers la frontière russe et qui est, dont un fleuve qui est le Volga, je crois, passe par le milieu. Donc il sépare la ville en deux parties, Volchansk Nord, Volchansk Sud. Les Russes ont occupé Volchansk Sud et pendant ce temps, ils ont amené beaucoup de trucs, ils ont creusé, ils sont retranchés. Beaucoup de leurs militaires se sont retranchés du côté de la frontière russe, mais avec
leurs armes, ils ont creusé énormément de tranchées, ils attendent les Ukrainiens, ils ont envoyé, ils ont préparé leur drone, leur artillerie. Vous vous rendez compte, les Russes là, ils envoient 4000 artilleries par an en Ukraine. Et les Américains, ils produisent actuellement 550 intercepteurs Patriot. Autrement dit, les missiles qui interceptent les trucs aériens là, Patriot. Mais, et pour que ce soit efficace, en règle standard militaire, il faut un missile, 2 missiles Patriot pour intercepter une cible. Pour maximiser les chances. Mais même s'ils ont 600, actuellement ils en produisent 550, d'après Lockheed Martin qui produit les intercepteurs Patriot là. Mais ils en sont à 550. Les Russes envoient 550 par an, hein? 550 intercepteurs que Lockheed Martin produit par an. Les Russes envoient, d'après les commandants ukrainiens, 4000 missiles par an. Si vous divisez 600, même si, admettons même qu'ils en produisent 600, 600 divisé par 2, parce qu'il faut 2 pour atteindre une cible, ça fait 300. Donc ils pourraient intercepter que 300 missiles sur les 4000 missiles qu'envoient les Russes par année. Vous vous rendez compte, c'est ridicule ça. Et les Lockheed Martin, les États-Unis disent qu'ils ont priorisé l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui remet essentiellement la production d'intercepteurs. Mais même s'ils remettaient 1000 missiles, 1000 intercepteurs contre 4000, c'est un quart. Même si tout missile, tout intercepteur avait des chances à 100% d'intercepter la cible, ce serait un quart des cibles qui seraient interceptées. Donc vous voyez que c'est ridicule. Ce qu'on leur envoie, l'Occident les pousse à mourir, pas à petit feu, à grand feu. Ils sont en train de perdre, ils parlent de stalemate, leur presse là tout le temps. Occidental dit que la situation est stalemate. Quel stalemate? Stalemate qui veut dire que ça n'avance pas. C'est statique. Aucune armée n'avance, aucune armée. Attention, actuellement, même les Russes sont en train d'avancer. Eux qui disaient que non, c'est leur mythe grandeur qu'ils continuent maintenant, ils sont en train d'avancer progressivement, surtout dans la région dans la zone du Donbass, où il y a la partie Donetsk et la partie Lugansk. Ils sont en train d'avancer. Ils ont conquis Ocheretino, Avdevka, après Avdevka, Ocheretino, des Bredichi et autres là. Tout ça, c'est des trucs qui ont été conquis par les Russes et ils continuent. Tous les 3 jours, ils conquièrent un nouveau village. Et Tchassovyar va bientôt tomber. Tchassovyar, c'est un truc en hauteur, et en hauteur, c'est la compte. Quand on étudie la topologie de la guerre, être en hauteur et être en bas, c'est pas la même chose. Que celui qui est en hauteur, il a beaucoup plus d'avantages que celui qui est en bas. Donc, les Ukrainiens vont tomber dans le piège des Russes qui ont non seulement attaqué Kharkov, qui est très loin d'Odessa. Odessa, c'est le port où passent, c'est le seul port dont disposent les Ukrainiens. Ils ont attiré donc ils vont attirer les Ukrainiens vers Kharkov. Et d'après ce que j'ai compris, même les études les plus optimistes disent qu'il y a 100 000 réserves. Avec les 20 000 qu'ont formé les Occidentaux, ils seront 100 000. Ces 100 000, ils vont les envoyer à Kharkov et qui se font faire hacher par les Russes qui les attendent. Les Russes maintenant se font envoyer tout. Leur mail, leur nourriture, leurs cigarettes, leur bière, tout ça, ils se font envoyer ça par drone. Même s'il y a des blessés parmi eux, on les évacue par drone. Donc pour vous dire combien ils se sont préparés pour appâter les Ukrainiens et finir avec leurs réserves. Donc les États-Unis, qui ont perdu leur Africa Command là, depuis que les Nigériens et les Tchadiens ont dit merde à ces Américains, leur ont demandé de retirer leurs forces armées. Les Américains n'ont pris d'Africa Command. Le Niger, les pays qui sont dignes, sont en train de se débarrasser des colonisateurs. On ne peut pas être la victime tout le temps des colonisateurs, victime de leur FMI, victime de leur Banque mondiale, victime de leurs prêts, de leur taux d'intérêt hallucinant. Être là tout le temps pour être éternellement des esclaves de ces gens-là. Il faut savoir résister. C'est bien ce que viennent de faire, commencer à faire les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est les autres peuples africains, d'Afrique de l'Ouest surtout, là, qui sont là pour tout le temps supplier leur maître là et demeurer esclaves. Ils n'ont qu'à demeurer esclaves. On en connaît, nous, chez nous, qui sont contents d'être reçus par leur maître là et qui s'en glorifient. Ils n'avanceront pas, tandis que les autres sont en train d'avancer, tandis que les autres sont en train de voir d'autres combinaisons économiques, d'autres alliances économiques dans lesquelles ils vont faire partie et qui vont leur permettre d'avoir de l'argent. Parce que cette dette-là qu'on est en train d'accumuler, on ne peut pas la payer.
Des dettes de 13, 14 000, 15 000 milliards de francs CFA. Quand est-ce qu'on va payer ça alors qu'on n'a qu'un PIB de 18 000? Il faut savoir que cette dette, on ne peut pas la payer et essayer de voir, d'entrer dans des combinaisons économiques, dans des alliances économiques qui nous permettraient au moins de respirer un peu. Très chers amis, merci de votre patience et à la prochaine vidéo.